dans ces lieux. Alors comme vient de vous le dire Sophie, je suis engagé en écologie, on va dire ça comme ça. J'ai une conscience écologique depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Je dirais que ma conscience a commencé quand j'étais au lycée. J'ai eu la chance d'avoir une professeure de philosophie qui nous a enseigné, qui nous a fait essentiellement Gandhi, Luther King, etc. Donc c'est à la fois une prise de conscience humaniste, écologiste et pacifiste qui a commencé donc dans les années 80, puisque là j'en ai un peu plus que 50, il y a 30 ans j'en avais une petite vingtaine. Donc c'était au lycée. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'a pris naissance, que j'ai vraiment eu cette conscience, je vous dis, à la fois écologiste, pacifiste, humaniste, qui a commencé. Donc nous sommes là dans les années 80. Alors commencer à se poser les premières conséquences de l'utilisation des produits chimiques en agriculture. Donc à l'époque, dans les années 80, paraît un livre qui s'appelle « Le printemps silencieux ». Le printemps silencieux, c'est une scientifique américaine du nom de Rachel Carson qui a donc écrit ce livre-là, qui présente un petit peu tous les effets dévastateurs de l'utilisation des produits chimiques en agriculture. Toutes les conséquences extrêmement catastrophiques sur la faune essentiellement, sur les oiseaux, sur la reproduction des oiseaux, sur tous les écosystèmes, essentiellement donc l'avifaune, les oiseaux. Donc le livre s'appelle « Le printemps silencieux ». C'est un livre qui a eu un certain succès à cette époque-là. Il me semble qu'il a été imprimé ou vendu à quelque chose comme plusieurs millions d'exemplaires. Donc nous sommes dans les années 80, et quelques années auparavant, il y a le Club de Rome. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à certains d'entre vous. Le Club de Rome, c'est un club de scientifiques, d'économistes, de physiciens, de philosophes, de médecins, qui se réunissent à Rome. Donc on est en 72, 1972, et qui publie un rapport, le premier rapport du Club de Rome en 72, qui dit « Halte à la croissance ». Donc c'est un document qui alerte l'opinion en disant « Attention, danger, la croissance est une menace pour l'humanité ». C'est à cette époque-là donc que ce document, qui a eu à l'époque aussi un certain retentissement, on est encore une fois, je le répète, dans les années 70, 72, un peu après mai 68, donc il y avait encore dans l'opinion, je pense, une ouverture d'esprit, une conscience de la planète, une conscience que, à mon avis, on a un peu perdue. Mais on y reviendra par la suite. Donc voilà, le Club de Rome alerte l'opinion, alerte sur les limites de la planète. En fait, c'est un des éléments importants de ce document, de dire attention, la planète n'est pas illimitée. Nous avons une planète qui a des ressources qui ne sont pas illimitées. C'est vraiment une des bases de ce rapport qu'on appelle aussi le rapport Meadows, c'est sur les limites de la planète. Donc les économistes du Club de Rome et les physiciens disent donc aux hommes politiques attention, ne faites pas de la croissance un projet politique. Donc parmi les matières premières donc, qui sont évoquées par le Club de Rome, qui ne sont pas infinies, donc on a bien sûr le pétrole, c'est un élément auquel on pense immédiatement quand on parle de ressources naturelles, c'est le pétrole, mais bien sûr il y a aussi l'uranium, et puis toutes les ressources dont on a besoin pour mener la vie qu'on mène au quotidien, la vie économique on va dire, aussi, dont nous dépendons. Et donc, et parmi ces matières premières, il y en a une que j'ai notée, que j'ai relevée, entre autres. À l'époque, le Club de Rome n'en parlait pas tellement, mais c'est le sable, par exemple. Alors le sable, ça nous paraît être quelque chose de commun, qu'il y en a à foison, qu'il y en a, on peut y aller. Alors, en fait, c'est la matière première la plus utilisée dans le monde. Alors les chiffres, quelques chiffres comme ça, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais c'est la matière première donc la plus utilisée au monde. On utilise 2 tonnes par humain et par an, par habitant de la planète et par an. Pour une maison, il faut 200 tonnes, pour un hôpital, il faut 3000 tonnes, une centrale nucléaire, 12 millions de tonnes, une autoroute, 30 000 tonnes par kilomètre, etc. Donc, c'est un documentaire qui a été présenté par Arte récemment sur le sable, un très bon documentaire comme le fait généralement Arte. Et alors pour extraire le sable, bien sûr, il faut
le sable de construction, il faut puiser dans les rivières ou les carrières. Donc on imagine les conséquences de l'extraction du sable sur les écosystèmes aquatiques, que ce soit encore une fois les rivières ou le littoral. Parce que le sable du désert ne convient pas à la construction. Donc le sable utilisé dans la construction, c'est le sable de rivière ou de carrière, donc avec des conséquences écologiques assez dramatiques. Sur ces questions de limites, plus récemment, donc je vous ai parlé du Club de Rome en 72, plus récemment, donc on est en juillet 2015, un journal économique qui s'appelle Les Échos a publié un très magnifique article qui s'appelle « Ces pénuries qui nous menacent ». Donc ce document, cet article du des Échos, du journal des Échos, reprend un petit peu la pensée du Club de Rome en disant « Attention, nous sommes menacés par une pénurie à court terme d'un certain nombre de ressources qui vont menacer l'économie ». Et entre autres, donc, ce journal des Échos reprend un petit peu toutes les matières premières dont nous avons besoin et donne par exemple un chiffre pour le cuivre qui a été très utilisé donc par exemple pour les énergies renouvelables, les panneaux solaires, les éoliennes, toutes ces énergies-là sont très exigeantes en cuivre et il y a une demande en cuivre importante. Et les Échos nous disent que donc pour arriver à récolter une tonne de cuivre, actuellement il faut fouiller 125 tonnes de roches, alors qu'il y a un siècle, 25 tonnes suffisaient. Donc vous voyez, la question de la pénurie des énergies, c'est qu'on trouve toujours bien sûr du cuivre, mais il faut de plus en plus dépenser de plus en plus d'énergie pour accéder à ces ressources. Voilà, donc ça c'est un petit peu la pensée du Club de Rome qui je pense est toujours actuelle et de plus en plus actuelle. Alors, comment se fait-il qu'on soit passé comme ça à côté, je dirais, de ces lanceurs d'alerte, de ces cris d'alarme qui ont été lancés? Encore une fois, ce sont des économistes, j'insiste un peu là-dessus, ce ne sont pas des activistes écologistes qui agitent comme ça dans les manifestations, ce sont des gens extrêmement sérieux qui ont alerté l'opinion. Alors, de mon point de vue, l'analyse, elle se retrouve un peu dans la question du chômage. À partir du moment où le chômage a commencé, la réponse des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques, médiatiques, économiques, c'est de dire, pour résoudre le chômage, on va lancer des travaux. On va créer des travaux, on va lancer à la fois des grands travaux, mais aussi des travaux. On a des programmes de relance en permanence dans les médias. Dans tous les médias, on nous dit, bon, il faut relancer l'économie de manière à occuper les gens. C'est la solution qui est proposée pour tenter d'inverser la courbe du chômage. Et donc, sous prétexte d'inverser cette courbe du chômage, donc on lance des travaux, tout type de travaux, et c'est, à mon avis, à partir de ce moment-là que commence la destruction massive de la planète. Puisque, au nom, encore une fois, de l'emploi, on dit, bon ben voilà, il faut faire tel chantier, il faut faire telle autoroute, il faut faire telle activité, parce que ça crée de l'emploi. Et, comme je viens de vous le dire à l'instant, l'impact de l'économie sur la planète est de plus en plus dévastateur, puisqu'on a des moyens de plus en plus importants pour détruire la planète, en fait. Je pense que la plupart d'entre vous se souviennent qu'il y a 20 ou 30 ans, les travaux se faisaient avec des moyens humains. En fait, on travaillait beaucoup à la main. Maintenant, ce sont des énormes engins qui travaillent partout, que ce soit pour la construction de bâtiments, d'autoroutes, etc. J'ai en mémoire, par exemple, la construction du canal de la Mare-Norin. Il y a quelque temps, j'ai vu des photos dans le secteur entre l'Alsace, là-bas, dans le secteur de Sarrebourg, en Moselle, où la construction du canal s'est faite avec la traction animale. Ce sont des chevaux qui ont tiré des charrettes remplies de terre. Bon, ça, nous sommes là il y a une petite centaine d'années, quoi, en fait, dans les années 1920. Une petite centaine d'années. Donc, actuellement, bien sûr, on a des moyens mécaniques immensément plus puissants et donc qui ne sont pas sans porter des conséquences dramatiques à la planète et aux écosystèmes. Donc voilà, on est, de mon point de vue, on est passé dans ce que j'appellerais
une phase d'écocide, l'écocide étant la version écologique du génocide. On est de mon point de vue dans cette phase-là. Et donc concernant l'écocide, il y a aussi donc un écrivain, un scientifique américain qui s'appelle Jared Diamond, qui a écrit un livre qui s'appelle Effondrement, comment les sociétés décident de survivre ou de disparaître. Donc dans cet ouvrage-là, qui est assez volumineux, je ne vais pas vous lire l'ensemble de l'ouvrage, bien sûr, il y a un extrait qui est assez éloquent. Donc l'auteur nous donne l'impact d'une journée de l'activité économique mondiale, l'impact sur l'environnement. Donc il dit, aujourd'hui encore, 100 espèces animales et végétales ont disparu. 50 000 hectares de forêts tropicales humides ont été anéantis. Les déserts ont augmenté de 20 000 nouveaux hectares. L'économie mondiale a consommé aujourd'hui 22 millions de tonnes de pétrole et donc, par conséquent, a relâché dans l'atmosphère 100 millions de tonnes de gaz à effet de serre de plus. Voilà l'impact d'une seule journée de l'économie mondiale. Je pense que ces chiffres-là sont intéressants pour mesurer un petit peu l'impact, encore une fois, de l'économie mondiale. Pour revenir un petit peu à la France, donc là aussi c'est un impact de cette activité économique. Chaque année en France, c'est un papier qui est paru dans Le Monde il y a environ un mois, enfin il y a quelques semaines. Donc la France, chaque année, 72 000 hectares de terres agricoles sont bétonnés. Donc pour les besoins de nouvelles zones commerciales, artisanales, industrielles, d'autoroutes, etc., de voies rapides. Donc 72 000 hectares qui sont bétonnés, avec bien évidemment là aussi des conséquences sur la circulation des eaux, puisque pardon, une pelouse, une terre qui n'est plus perméable, donc elle ne laisse plus circuler l'eau, donc il y a rapidement des inondations, donc il y a une conséquence sur la circulation des eaux. Il y a aussi une conséquence sur le réchauffement, puisque ces sols qui sont bétonnés n'absorbent plus le rayonnement solaire, mais le renvoient, donc là aussi il y a une participation, un impact sur le réchauffement solaire. Donc voilà, c'est encore un impact de plus sur la destruction des écosystèmes mondiaux. Alors cette politique de travaux, pour moi aussi, me fait penser à un excellent ouvrage d'un romancier anglais qui s'appelle John Berger et qui a écrit Le fascisme économique. Chronique du fascisme économique, c'est le titre réel de ce livre-là, où donc John Berger, pour lui, on est dans un néant idéologique puisque tout est permis, tout est justifié par simplement le fait que ça crée de l'activité, que ça crée de l'emploi. On fait tout et n'importe quoi. Et c'est-à-dire que on n'a plus on ne s'interroge plus sur l'utilité de ce qu'on fait. Donc une production, qu'un service soit utile, toxique ou criminel, on s'en fiche totalement. Ce qui compte, c'est créer de l'activité, créer de l'argent, bien sûr, les profits, et créer de l'activité. Alors, je dirais, ce néant idéologique de l'absence de sens de ce qu'on produit, de sens de ce qu'on fait, est au paroxysme avec le commerce des armes. Je cite très simplement deux exemples. C'est lorsque Sarkozy, donc en 2008, vend pour 500 millions d'euros d'armes au dictateur Kadhafi, donc il dit « Ne me reprochez pas de créer de l'emploi pour les ouvriers français ». C'est le même argument qui est utilisé par François Hollande lorsqu'il signe un contrat, donc en juillet 2015, il signe un contrat avec le dictateur égyptien Sisi pour lui vendre des avions Rafale. Donc là aussi, il dit ne me reprochez pas d'inverser la courbe du chômage. Donc on a en permanence cet argument-là qui nous est opposé donc, sur cette absence de sens. Et encore une fois, donc, avec le commerce des armes, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais simplement, je fais souvent référence aussi à Jean Ziegler. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Jean Ziegler, c'est un homme politique suisse, un député, il a été député. Il était rapporteur à l'ONU sur les questions de la faim. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean Ziegler. Il a écrit quelques ouvrages donc, sur ces questions de faim. Pour lui, c'est absolument inacceptable qu'on laisse encore mourir des enfants de faim ou des gens, des personnes de faim.
Il a écrit entre autres Géopolitique de la faim, il a écrit un livre qui s'appelle L'Empire de la honte. Et donc Jean Ziegler, dans un de ses livres-là, nous dit qu'il suffirait de réduire d'un quart le financement des budgets militaires pour régler la question de la famine dans le monde et la question des besoins essentiels des populations mondiales, des 7 milliards que nous sommes. Donc ensuite, je voudrais donc insister un petit peu sur les considérations morales donc liées à notre activité et notre mode de vie. Alors ces considérations morales, j'ai apporté avec moi un ouvrage d'un historien qui s'appelle Jean-François Mouhot. Pour moi, c'est une approche vraiment intéressante. Alors Jean-François Mouhot, dans son ouvrage, il considère que nos comportements, le comportement des sociétés industrielles, s'apparente au comportement des sociétés d'esclaves, sociétés esclavagistes. Il dit, les propriétaires d'esclaves savaient au fond d'eux-mêmes que leur comportement n'était pas très moral, mais ils étaient attachés à un mode de vie qui fait qu'ils avaient absolument besoin des esclaves. Et il dit, nous, société industrielle, avec la façon dont on réchauffe l'atmosphère, la façon dont on méprise la planète, on sait à quelque part, on sait très bien au fond de nous-mêmes que c'est pas très moral. Mais comme les propriétaires d'esclaves n'avaient qu'une angoisse, c'était que les esclaves se révoltent ou s'enfuient, nous, il dit société industrielle, nous n'avons qu'une angoisse, c'est qu'il n'y ait plus de pétrole ou des pénuries de pétrole. Donc il appelle ça, on est dépendant quelque part d'esclaves énergétiques. C'est une approche pour moi que je trouve très intéressante, cette notion d'esclave énergétique. Alors elle est partie un petit peu, cette notion-là est partie d'un rapport qui a été fait, disons d'un calcul plutôt, disant que dans 1 litre de pétrole, on a l'équivalent de 9 kWh de travail humain. Une personne physique, un être humain, a un rendement de 3 kWh pour 40 heures de travail. Donc, pour résumer, on va dire que dans 1 litre de pétrole, on a l'équivalent de 120 heures de travail humain. Il faut travailler 120 heures pour avoir l'énergie contenue dans un seul litre de pétrole. Donc, à partir de là, il en conclut qu'en Europe, chaque habitant de l'Europe dispose de 150 esclaves. Aux États-Unis et au Canada, les habitants de ces 2 grands pays disposent, eux, de 300 esclaves, puisque le nombre d'esclaves est bien sûr supérieur, puisqu'ils ils consomment davantage d'énergie que les Européens. Alors, ce serait question morale, donc Jean-François Mouhot, dans cet ouvrage, là aussi, donc, sur les esclaves énergétiques, nous dit que nous faisons souffrir, nous savons que déjà, avec le réchauffement climatique, il y a un rapport aussi, ces 2 derniers jours d'ailleurs, quelques informations nous ont encore alerté sur l'accélération du réchauffement. Donc le rapport du GIEC, c'est un groupement sur l'étude des climats, donc, qui est paru en 2017, il nous dit qu'en 2020, en Afrique, 250 millions de personnes vont souffrir des effets du changement climatique. 250 millions de personnes, donc, qui auront de plus en plus de mal pour accéder à l'eau, etc. Alors, aussi, derrière cette notion je dirais de morale, des considérations morales, on a aussi, Jean-François Mouhot aussi en parle, une considération morale sur la façon dont nous nous approprions, de la façon dont nous approvisionnons en énergie. Et là, on touche la question essentiellement de ce que certains appellent la France-Afrique, la politique africaine de la France, qui a donc à utiliser des moyens extrêmement violents pour s'accaparer les richesses dont nous avons besoin, les richesses fondamentales, encore une fois, le pétrole, l'uranium, ces richesses que nous avons absolument besoin pour nos économies. Je ne vais pas vous faire non plus un exposé très, très long sur ces questions-là, simplement deux, trois exemples. Le Congo, par exemple, le Congo est un pays africain dans lequel il y a des ressources en pétrole assez importantes, et donc la France finance depuis des années ce qu'on appelle un pétrodictateur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Là aussi, c'est pour accéder au pétrole. En Angola, la France a financé pendant 25 ans une guerre civile. Elle a financé les 2 camps d'une guerre civile qui a quand même fait 500 000 morts. Et là, encore une fois, c'était pour qu'elle puisse mettre la main sur le pétrole de l'Angola. Au Nigeria aussi, Nigeria, un pays très riche en pétrole,
François Fillon, en 2009, a envoyé l'armée française pour s'opposer à des pêcheurs qui sont des pêcheurs ogonis, hein, qui sont dans des marécages couverts de mazout, enfin de pétrole. En Birmanie, c'est Total qui a soutenu des régimes dictatoriaux. Donc voilà, la plupart des auteurs de ces questions de France-Afrique nous disent que le pétrole a une odeur de soufre et de sang. Donc ça c'est voilà pour un petit peu ce qu'il en est pour des considérations morales, des conséquences, des conséquences de notre activité. Alors sur ces considérations morales, je dirais aussi, j'ai envie de dire qu'on est passé un petit peu, on est devenu maître dans l'art de dissimuler ce que j'appellerais la face cachée du progrès, puisque on a envie de garder que les bons côtés, hein, le confort, hein, le progrès, ce qu'il nous apporte en termes de qualité de vie, et on va dissimuler la face sombre, la face cachée. Et c'est ce que certains économistes appellent les externalités négatives, hein, c'est assez sympa comme mot. Et donc, parmi les externalités négatives, je cite simplement deux, trois exemples. Je vous ai parlé tout à l'heure des conséquences sur la pollution agricole, de l'agriculture industrielle, la pollution des eaux. Et il y a un rapport qui dit qu'il faut dépenser 52 milliards d'euros par an pour dépolluer les eaux souterraines qui ont été polluées par l'agriculture industrielle. C'est encore une fois ce que les économistes appellent les externalités négatives. Alors parmi les externalités négatives, je vous ai apporté quelques photos aussi que j'ai faites. Je suis allé au Ghana, un des pays d'Afrique. Je suis allé en 2013 pour un journal qui s'appelle Le Monde Diplomatique. Et donc là, voilà quelques photos que j'ai prises, hein, je vous les ferai passer tout à l'heure. Là, je suis à la capitale du Ghana, qui s'appelle Accra, donc où en permanence, vous avez des gens qui brûlent des ordinateurs pour tenter de récupérer un peu de cuivre et quelques métaux. Donc ils survivent dans des conditions absolument indignes, hein. Voilà, je vous en montre une, je vous les ferai passer. En voilà une autre, c'est encore au Ghana, là aussi, voilà, c'est un monsieur. Donc voilà, alors là on touche, de mon point de vue, la question de la dignité, hein, je pense. Est-ce que la question qui est posée, est-ce qu'on peut accepter que des gens en permanence vivent dans des conditions aussi indignes? Voilà. Donc ça c'est encore une fois... donc là en fait, si vous voulez, nous on utilise massivement des outils informatiques, et une fois qu'ils arrivent en fin de vie, on les exporte, hein, on ne les traite pas chez nous, on les exporte en Afrique. C'est encore une façon de se débarrasser à peu de frais des déchets. Voilà, donc en conclusion, je dirais que, je voudrais rappeler aussi que le Club de Rome, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait un premier rapport en 1972, a fait un nouveau rapport en 2012, donc 40 ans après le premier rapport. Et en 2012, c'est un peu les mêmes experts, hein, entre autres toujours M. Meadows, dans ce rapport, ce nouveau rapport, les experts nous disent « Tout se déroule comme prévu pour que survienne le grand désastre, normalement, dans les années 2020. » Donc ils nous disent qu'il y aura une multiplication des conflits pour accéder aux ressources, donc un réchauffement climatique de plus en plus violent. Et Denis Meadows nous dit « Je pense vraiment que l'humanité n'a plus aucune chance de s'en sortir. » Voilà. Je vous remercie et puis place au débat. Des endroits où se réalise vraiment la politique écologique? Non, à mon avis, je pense qu'il n'existe pas. J'avais un peu, depuis des années, je m'intéressais à la politique du Costa Rica. On m'avait dit que le Costa Rica était un pays qui est respecté, et en fait, les dernières informations que j'ai me font penser que le Costa Rica est aussi absorbé, je dirais, par
ce vaste mouvement hein, mondial. Je crois que plus un seul pays n'échappe ou arrive à échapper, enfin échappe ou arrive à échapper, je ne sais pas trop quel terme il faut utiliser, mais je crois que tous les pays sont pris dans cet engrenage où il faut tout le temps, et cette espèce de, comme le disait John Berger, de fascisme économique, hein, où tout le temps, il vous faut de l'argent. Parmi les mécanismes hein, qui font qu'il y a cette destruction de l'environnement, la dette est un des mécanismes très puissants qui est à la base de la destruction. Je vais prendre un exemple au Ghana, je vous ai montré tout à l'heure aux photos du Ghana. Le Ghana est un pays, donc un tout petit pays d'Afrique, hein, dans la corne de l'Afrique, et donc le Ghana était très endetté, toujours endetté, avec des dettes au FMI, hein, au Fonds monétaire international. Et donc le Fonds monétaire international dit au Ghana, c'était il y a une trentaine d'années je crois, dit au Ghana, écoutez, vous avez beaucoup de forêts, vous pouvez rentrer des devises en exportant du bois. Donc le Ghana s'est lancé dans des coupes massives de bois, des milliers d'hectares de forêts ont été coupés, le bois a été exporté, bien sûr, il y a des recettes qui sont arrivées au Ghana, mais il y a bien évidemment des conséquences sur l'érosion des sols. Moi je l'ai vu de mes yeux, ça, donc en 2013, hein, des pans entiers de collines qui sont ravagés, puisqu'il n'y a plus la forêt pour maintenir les sols. Donc vous voyez ces mécanismes-là de l'endettement. Donc par la suite, donc, le FMI a dit au Ghana, bah, écoutez, maintenant vous êtes planté du cacao. Donc le Ghana a planté du cacao, le cours du cacao s'est effondré. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de mondial, à la fois très mortifère hein, quand même. Hein, le Laos, le Vietnam, tous ces pays qui avaient encore une économie rurale, je dirais un peu volontairement ou involontairement, sont partis dans cette dynamique-là. Je pense très souvent aussi à un livre d'une philosophe allemande qui a vécu au Ladakh, un petit pays à l'est de l'Himalaya. Et cette philosophe nous décrit toutes les conséquences négatives du progrès, tout l'effet dévastateur du progrès sur les populations humaines. Le livre est très intéressant. Le livre s'appelle « Quand le développement crée la pauvreté ». C'est pour moi la vraie image, en fait, on noue une image inversée, on nous dit tout le temps que le développement va créer des richesses et de la prospérité, etc. Or, en réalité, de mon point de vue, le développement crée des pauvretés. Pauvreté au sens relationnel du mot. Hein. Je crois que là, on a, nous, malheureusement, pris l'habitude de mesurer la richesse à une question d'argent, de puissance financière. Or, la vraie richesse, elle n'est pas là. La vraie richesse, c'est la richesse relationnelle. Et ce que la philosophe allemande décrit du processus qui a eu lieu au Ladakh, elle nous dit au Ladakh, avec l'arrivée donc du progrès, de l'occidentalisation, donc il y a eu ce phénomène qu'on peut observer partout, que j'ai vu au Ghana, qu'on voit dans la plupart des pays, c'est-à-dire une concentration des populations dans les villes, des campagnes qui se vident, et donc à partir de là, aussi comment dirais-je, des relations qui deviennent de plus en plus conflictuelles, alors qu'avant on avait des relations harmonieuses, à la fois avec la nature, avec l'environnement, et entre soi aussi. Et donc le fait de concentrer des populations dans des petits espaces, donc ça génère des relations extrêmement tendues, des conflits pour l'espace, des conflits pour accéder aux richesses, etc. Donc ce processus-là, bien évidemment, elle parle aussi dans son livre de la pollution par les déchets, hein, en fait, parce que là c'est aussi c'est très lié, hein, la consommation des déchets. Donc cette idée-là, pour moi, elle est intéressante et je crois qu'il faut en permanence lutter contre cette idée qu'on essaye qu'on nous impose en disant il faut du développement pour créer des richesses. Simplement, c'est comment dirais-je, un mode de pensée qui est absolument sans avenir, qui nous mène de mon point de vue aussi dans une catastrophe sans précédent. Donc il faudrait vraiment prendre le contre-pied. C'est pour ça que, si vous voulez, je suis parti de l'écologie en tant que naturaliste, si vous voulez, à une analyse de l'économie, puisque c'est l'économie actuellement qui dirige nos activités. Et l'ensemble de nos gestes sont dirigés par des contraintes économiques. Hein. Tout le temps on nous dit qu'il faut être rentable, hein, financièrement, il faut que... Voilà, donc on est absorbé par cette idée-là de rentabilité. Je ne vais pas trop m'étendre. Oui. Est-ce que la réunion de Paris sur le climat récent a une influence? Non, je ne pense pas. Je pense que là,
la conférence du mois de décembre, je pense que vous faites référence à la conférence du mois de décembre à Paris, sur la COP 21. Non, c'est simplement une grande messe hein, où on fait croire à l'opinion qu'on fait quelque chose. En réalité, rien n'est fait. Non seulement rien n'est fait de comment dirais-je, des engagements qui ont été pris donc à Paris de tenter de limiter le réchauffement à 1,7 ou 1,8 degrés, n'ont aucune contrainte juridique, vous voyez, n'a absolument ni contrainte juridique ni contrainte politique. Hein, si vous voulez, un État, les États peuvent continuer à faire du développement, à développer des aéroports, à construire des autoroutes, je ne sais pas, à faire des courses de Formule 1. Vous voyez, rien n'est fait pour dire aux États, bon, maintenant, il faut réduire notre émission de CO2, puisqu'on sait, et là aussi c'est un chiffre qui me revient maintenant, que la planète est capable d'absorber 4 milliards de tonnes de CO2. Or, nous en émettons 7 milliards. Nous émettons 3 milliards de tonnes de CO2 chaque année, de trop, par rapport à ce que les plantes, la photosynthèse, est capable de fixer. Donc, nous sommes déjà, bien évidemment, au-dessus de ce que la planète est capable d'absorber, donc il faudrait réduire. Or, actuellement, c'est pas du tout la courbe qu'on prend, c'est pas du tout l'itinéraire qu'on poursuit, c'est-à-dire qu'on rajoute du CO2 tous les jours. Hein, je vous ai donné les chiffres de l'impact mondial donné par Gerard Diamond dans son livre Effondrement. Et en fait, on voit au quotidien, si vous voulez, moi je suis un peu boulimique des médias, donc j'aime beaucoup m'informer sur ce qui se passe un peu partout, en France et ailleurs. Donc je vois, il y a des choses que je vois de mes yeux, et puis d'autres choses que j'apprends par les journaux. Et force est de constater que partout, mondialement, on est dans un processus d'augmentation de notre impact. Je vais prendre simplement un exemple. Tout récemment, le canal de Panama a été élargi. Je ne sais pas si quelqu'un, vous avez un petit peu suivi cette information-là. L'inauguration a eu lieu, je crois, il y a à peu près un mois. Donc, l'objectif est de faire passer des porte-containers encore plus gros, pour faire encore passer de plus de marchandises hein, qui viennent des pays d'Asie, qui vont se déverser dans nos magasins et qui vont finir, bien évidemment, dans les poubelles pour la plupart des objets. Puisque là aussi, je crois qu'on ne peut pas ne pas parler de l'obsolescence programmée, c'est ce mot qui veut dire que les industriels font en sorte que les objets durent le moins longtemps possible. Hein. Vous avez connu, vous, je pense, aussi une époque où on faisait des objets qui devaient durer, qui se transmettaient de génération en génération. Alors là, on est actuellement dans l'hyper-jetable. En fait, il faut rapidement que voilà, le marché qu'on jette rapidement pour acheter rapidement, etc. Donc on est dans un processus totalement inverse de ce qu'il faudrait si on avait un peu de respect pour la planète et pour les gens qui viennent après nous. Parce que, là encore une fois, je voudrais revenir sur des considérations morales. On a, de mon point de vue, l'obligation de laisser la planète dans un état habitable, tout simplement. Et pour les générations qui viennent, je trouve que bon, j'ai des enfants, la plupart de vous, enfin peut-être quelques-uns d'entre vous ont des enfants, mais c'est même pas la question de nos propres enfants. Je crois que c'est ça la question. Et derrière aussi la question de l'humanisme. Hein. Pour moi, je vous l'ai dit au début, je suis très attaché aux relations humaines authentiques, si vous voulez, pas des relations humaines commerciales ou des relations humaines authentiques, comme je pense qu'il y en a eu plus il y a 20 ou 30 ans, où les gens étaient dans la rue, il y avait l'espace public était ouvert, les enfants pouvaient jouer dans la rue. Or maintenant, moi je traverse avec mon vélo, parce que je n'ai pas de voiture, donc je circule beaucoup à vélo, je traverse des villages où il n'y a personne dans les rues. J'ai connu une époque où les personnes âgées étaient dehors sur les bancs, les enfants jouaient comme vous le disiez, etc. Donc on a perdu de l'humanité, et derrière le progrès, on a perdu de l'humanité, et c'est ça qui m'attriste aussi, si vous voulez. Donc il y a pour moi les deux aspects, à la fois écologique et humain. Et on arrive à avoir de l'égoïsme. Oui. Parce que je me souviens, moi, je suis né dans un village, dans le Toulois. Eh bien, il fallait voir la solidarité qu'il y avait entre les gens. Maintenant, chacun chez soi. On est là devant sa télé, devant son poste d'ordinateur, oui. Toutes sortes, quoi. Et on ne s'occupe plus des autres. Oui. Je viens aussi de constater, parce que j'ai eu... Maintenant, je n'y vais plus beaucoup dans mon village, mais j'ai eu l'occasion d'y aller à propos d'un décès dans la famille. Eh bien, tout est transformé.
Il y avait, on appelait ça la prise d'eau. Elle est à sec. Elle devait alimenter le canal de la Marne-au-Rhin. Non, maintenant, c'est l'herbe, c'est tout ce qu'on veut qui tombe, qui pousse. Au pays, l'eau coulait partout. Il n'y a plus rien. Maintenant, on a mis l'eau sur l'évier. Et là, on taxe les gens. Parce que l'eau, il faut la payer. Alors qu'avant, on avait des fontaines partout. Et puis tout comme ça. Je pense toujours à mes parents. Nos terrains, enfin une partie, ont été expropriés pour faire passer l'autoroute. Et tout comme ça. Tout, alors non, je dis moi. Alors au village, ceux qui sont les plus malheureux, ce sont les retraités. Il faut qu'ils se débrouillent. Parce qu'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Alors qu'avant, il y avait 3 épiceries, 3 boulangeries et tout. Maintenant, c'est un boulanger qui vient une fois par semaine, qui fait 10 km et puis qui vend son pain comme ça. Et je pense que l'humanité, enfin l'homme, est un peu responsable. Parce que je vois, on a fait tous les petites épiceries qu'on avait, on les a supprimées pour faire des supermarchés. Alors les gens, en sortant du travail, ils achètent le pain pour la semaine. Et comme on a fait des réfrigérateurs, on prend le pain pour la semaine, on le met au frigo. Mais celui qui a travaillé après la guerre pour remonter la France, eh ben c'est lui qui est victime. Et ça, j'ai du mal de l'accepter. Oui, je partage tout à fait votre point de vue et encore une fois, je vous dis, je suis moi-même attristé par cette disparition des relations. Bon, vous parlez des boulangers, et on peut donner exemple aussi des toutes petites postes en milieu rural qui ferment, hein, donc les gens sont obligés d'aller plus loin. J'ai aussi en mémoire la réforme de la carte judiciaire qui a été faite par Rachida Dati, une des ministres Nicolas Sarkozy, qui a fermé 170 tribunaux de proximité, donc dans les années aussi 2007-2008. Je me souviens en particulier d'un tribunal en Côte d'Or, un petit bourg qui s'appelle Châtillon-sur-Seine, qui est à 100 km de Dijon. Le tribunal donc, de cette commune a fermé, ce qui fait que les gens de Châtillon sont obligés d'aller à Dijon, qui font 220 km aller-retour quand ils ont un problème au tribunal. Vous voyez, toutes ces décisions-là ont des conséquences sur le climat. Quand une poste ferme, quand une gare elle ferme, là aussi j'ai vu ces derniers temps, hein, de mes yeux ou par la presse, le nombre de gares qui ferment. Là, à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, vous aviez encore une gare. Eh bien, cette gare, elle est fermée maintenant. Donc les gens de Longwy, qui avant prenaient le train pour aller à la messe, eh bien, ils prennent leur voiture ou ils prennent quelquefois un bus. Vous voyez, toutes ces décisions-là ont des conséquences à la fois sur l'environnement et sur le relationnel, parce que moi, encore une fois, je vous dis, je suis fondamentalement attaché aux relations, et je préfère parler à quelqu'un qu'à un robot ou qu'une carte bancaire avec un numéro. Je prends souvent l'exemple aussi d'une gare, une toute nouvelle gare qui a été faite entre Verdun et Bar-le-Duc, qui s'appelle Meuse TGV. Peut-être que quelques-uns, c'est sur la ligne du TGV entre Paris et Strasbourg, entre Nancy et Paris. Donc cette gare, Meuse TGV, qui est en pleine campagne, eh bien, je l'ai découverte une fois en faisant du vélo par là-bas. Et dans la gare, vous n'avez pas un seul agent SNCF, pas un seul agent. Vous n'avez que des distributeurs de billets. Il faut une carte bancaire pour prendre votre billet. Vous n'avez personne pour vous renseigner. Vous voulez savoir à quel train, le train, machin. Vous n'avez personne pour vous renseigner. Vous n'avez personne pour vendre un billet. Vous n'avez personne, c'est une gare déserte. D'avoir la gare. Pardon? Quand vous avez encore la chance d'avoir la gare. Oui, 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 oui. Mais... les lignes, oui, ouais, bien sûr. Ouais, dans le temps, le train passait matin et soir, comme les gens au travail et tout. Maintenant, il n'y a plus rien. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les lignes, on les a laissées. Alors, il y a eu des conflits, bien sûr, parce que comme la gare est assez dans le renfoncement, les gens qui ne connaissent pas, oui. S'il arrive en bas, tout comme ça. Absolument. Et je dirais même, ce qui est plus grave, c'est que, comme vous dites,
on a connu, j'ai connu aussi enfant, puisque j'avais une grand-mère paysanne et j'ai passé toutes mes vacances chez elle. Hein, elle avait quelques vaches, elle avait 3-4 vaches, quelques poulets, etc. C'était la vie paysanne, c'était vraiment une paysanne. J'avais beaucoup d'admiration pour ma grand-mère. Et donc on est passé, j'ai connu, donc, comme ce que vous décrivez, la solidarité paysanne, hein, l'entraide au moment de la fenaison, au moment de la moisson, les gens se donnaient des coups de main. Mais là on est passé dans une phase non seulement d'indifférence, mais je dirais même des fois de guerre, une phase guerrière. Hein. Et là aussi j'aime beaucoup Gandhi qui disait « La guerre économique ne vaut pas mieux que la guerre militaire. Simplement, nous sommes habitués à ses effets mortels. » J'aime bien cette pensée de Gandhi. C'est un magnifique texte que Gandhi a écrit en 1925 hein, sur ce côté dramatique de la guerre économique. Et effectivement, plus on avance dans le temps et plus cette guerre est violente. Il y a une guerre aussi entre les régions, par exemple, entre les villes, hein, pour s'attirer les entreprises. Il y a des guerres entre entreprises, bien sûr, hein, ça on le sait tous. Il y a une entreprise qui va balancer un virus dans l'entreprise, dans les ordinateurs, pour tuer l'autre, sa concurrente. Vous avez dans le monde agricole, vous avez des paysans qui n'attendent simplement qu'un paysan fasse faillite, tombe pour prendre ses terres. Vous voyez? Et s'ils peuvent le pousser un petit peu pour rapidement prendre ses terres. Donc on est dans quelque chose d'absolument, enfin, qui est totalement inhumain, quoi. En fait, c'est inhumain n'est même pas le mot, si vous voulez. On est dans quelque chose d'extrêmement guerrier. Et il faut, de mon point de vue, c'est un petit peu mon combat que je mène avec mes petits moyens, mais de sortir, de nous extraire d'un monde, je dirais, sans odeur, sans saveur, qui a perdu toute humanité. Et le projet, il est là, si vous voulez. Hein. Donc c'est bien sûr un chantier considérable, mais je pense que nous devons le faire. Hein. Encore une fois, c'est une question de... vous avez dit les retraités sont malheureux, mais je crois que dans l'ensemble, la population est malheureuse. Hein. Quand on discute un peu avec les gens sont malheureux parce qu'ils sont tendus, ils sont tout le temps sous une pression financière. Et donc ils courent, et tout le temps, c'est l'accélération, hein, il faut vite se déplacer, il faut vite, etc. Donc cette accélération non plus n'est pas, comment dirais-je, propice à l'épanouissement personnel. Hein. Vous avez vraiment la perte de sens. Hein. J'aime beaucoup, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, le philosophe Castoriadis, hein, Cornelius Castoriadis, qui parlait de l'insignifiance. Et Castoriadis aussi avait cette remarquable phrase, il disait « Tôt ou tard, l'humanité va s'effondrer soit sous son néant de sens, ou alors va s'effondrer quand elle va se heurter aux limites physiques de la planète, ou le néant de sens ou les limites physiques. » Et on a à mon avis les deux phénomènes en même temps. Mais le pape François a publié une encyclique sur l'écologie où justement il reprend beaucoup des bonnes choses que vous venez de dire. Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi d'alerter et puis de montrer les limites, et puis de provoquer des sursauts? Oui. Vous la connaissez, c'est oui, je connais. Oui, je connais. Oui, j'ai lu. Oui, tout à fait. Et vous avez reconnu des tas de choses que vous dites si bien. Oui, absolument. Mais non, j'ai lu beaucoup. Oui, ça m'intéresse beaucoup ce qu'a écrit le pape. Oui, tout à fait là-dessus. Mais effectivement, j'attends. Disons que je pense que dans le monde, les mondes de religion devraient, à mon avis, s'investir davantage hein, dans ces choix collectifs. On ne peut pas, de mon point de vue, rester en retrait, hein, parce je crois que maintenant on a tous suffisamment d'informations pour savoir que nous sommes donc sur une pente, une mauvaise trajectoire, hein, je vous dis à la fois en termes écologiques, en termes humains. Donc on a suffisamment d'éléments pour nous dire collectivement nous devons changer de cap. Et je voudrais quand même aussi insister là-dessus sur le fait que je ne suis pas, si vous voulez, dans un processus d'opposition des gens, d'affrontement des gens. Je ne pense pas de mon côté qu'il y ait les méchants patrons, les gentils ouvriers, etc., les jeunes, les vieux. Je crois que nous sommes tous sur le même bateau. Ça, c'est pour moi essentiel, quoi. Nous sommes tous sur le vaisseau Terre, quoi. En fait, nous sommes 7 milliards, ou un peu plus que 7 milliards, et nous sommes 7 milliards à avoir droit, encore une fois, à la dignité. Et la dignité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de passer, ça c'est une photo que j'ai prise un dimanche, hein, c'est de pas de passer ces dimanches à brûler des ordinateurs dans des conditions tout à fait abjectes. Sur cette question de guerre économique, il y a aussi récemment, là, j'ai
j'ai diffusé un film là, un film réalisé par un réalisateur marocain, sur le vol de la pêche marocaine par l'Europe. En 2006-2007, c'est l'Union européenne qui a pris possession des eaux territoriales marocaines. Et donc à partir de là, ce sont un peu plus que 110 bateaux, des gros bateaux industriels, avec équipés de sonars, etc., qui sont venus au large d'Essaouira, un petit peu au sud d'Agadir. Et donc, par conséquent, tous les petits pêcheurs qui travaillaient encore avec des pirogues ont été réduits à la mendicité, à la famine. Les femmes se prostituent, les hommes font différents trafics. Le film s'appelle Les Damnés de la mer. C'est un film absolument remarquable où le réalisateur nous montre vraiment l'impact de ces gros bateaux. C'est des bateaux de 5 pays européens qui sont donc arrivés là-bas au large du Maroc, alors que les petits pêcheurs, avec leurs pirogues, respectaient les écosystèmes. Ils ne détruisaient pas les fonds marins, ils ne détruisaient pas les ressources de poissons. Et tout d'un coup arrive, suite à une décision d'un accord entre l'Union européenne et le roi du Maroc, tout d'un coup arrivent comme ça des énormes bateaux et les petits pêcheurs n'ont plus aucune chance de survie et bien sûr aussi les écosystèmes sont détruits. Vous avez parlé de la pollution de l'air. Est-ce qu'il y a des appareils portatifs où on peut polluer, on peut constater qu'il y a une pollution de telle densité à tel endroit et à tel autre endroit qui est variable? Il y a Air Lorraine, je crois, oui. Mais est-ce qu'il y a des appareils portatifs comme on achète un thermomètre ou un tensiomètre ou une montre pour mesurer la pollution de l'air de l'endroit où on est? Je ne saurais pas vous donner une réponse précise. Je pense que ça existe, hein. Je peux faire des recherches si vous voulez. Après, la question, c'est, je pense que le coût est assez onéreux selon que, si vous voulez, l'appareil que vous avez, parce que vous avez dans l'atmosphère plein de particules différentes, hein, selon que vous recherchiez les oxydes d'azote, si vous cherchez les oxydes de soufre, si vous cherchez les microparticules, vous voyez, donc c'est un peu, je pense que des appareils très onéreux, hein, c'est comme, si vous voulez, quand on fait une analyse d'eau, selon ce qu'on recherche, ça va être onéreux. Mais à mon avis, ça existe, je pense que ça existe, puisqu'il y a des organismes qui mesurent la pollution et qui qualifient la pollution qu'il y a même à l'intérieur des pièces, des appartements. Donc je pense que ça existe certainement. Mais à mon avis, le prix est onéreux, mais bon, peut-être. Voilà, je peux me renseigner. Merci. Ça existe. Je suis en train de regarder. Il y a de belles émissions sur la télévision. J'ai eu un reportage là, sur les tabous. Dans les papous. Alors, un beau jour, un gars est venu, il a vu que dans le sol, il y avait du pétrole. On a exproprié tous ces gens-là de tout ce qu'ils avaient. Ils sont malheureux comme tout maintenant. Et on voit que les camions, ils ont montré des vues et tout. Il y a des camions qui font un va-et-vient pour on puise le pétrole. Vous trouvez ça normal? Non, mais je vous dis, derrière cette prédation, hein, parce que c'est une terrible prédation, vous avez toujours à la fois, comme je voulais parler sur la question de l'Afrique, hein, vous avez, c'est toujours une complicité à deux personnes, hein, c'est-à-dire que la France, nous, la France ou d'autres pays occidentaux ont besoin de beaucoup de pétrole. En France, on utilise chaque jour 2 millions de barils. On a besoin de 2 millions de barils pour faire tourner notre économie, hein, les transports, les emballages, enfin, tout est pétrole. Hein. L'agriculture utilise beaucoup de pétrole aussi, hein, pour les engrais chimiques, etc. Donc on a des besoins énormes en pétrole. Et forcément, donc il y a on a cette compromission, et on va plus loin. Je voulais parler tout à l'heure de notre comportement en Afrique. J'ai ramené un petit ouvrage qui s'appelle Diplomatie, business et dictature, quoi, où il y a quelques exemples, si vous voulez, de la politique africaine de la France, et cette politique qui nous est nécessaire pour faire tourner notre économie. Encore une fois, si vous voulez, c'est que derrière, il y a des besoins. Dans ce petit ouvrage-là, il y a entre autres un fait divers, qui est relaté. On est en février 73 au Niger, donc le Niger qui a des richesses en uranium très importantes. Et donc le président
de l'époque du Niger, qui s'appelle Diouri Amani, est en discussion avec le Brésil pour vendre l'uranium du Niger au Brésil. Et la France a connaissance de cette information-là, et donc la France organise un coup d'État. Le président du Niger et sa femme sont abattus devant le palais des présidentiels la nuit du 7 février 73. Vous voyez, c'est la France qui a organisé son assassinat. Il fallait se débarrasser de ce président qui était en train de vendre l'uranium de son pays à un autre pays que la France. Nous avons absolument besoin de cet uranium. Et vous voyez, donc c'est vraiment ce côté... nous sommes quasiment, je ferai un parallèle avec... nous sommes toxicodépendants. Vous voyez, un drogué qui n'a pas sa dose, il devient très violent. Et nous, si on n'a pas notre dose de pétrole ou d'uranium, etc., pour faire tourner notre économie, on devient très violent. On a absolument besoin de ça. On est prêt à tout, si vous voulez, hein, pour à la fois détruire la nature et détruire des personnes, hein, physiquement. On a besoin, on en est là, dans cette dépendance-là. Je crois que ça c'est vraiment un élément qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que, encore une fois, je vous dis, derrière il y a ces comportements extrêmement violents qui justifient tout, hein, voilà, de détruire, comme vous le dites, une fois qu'on a trouvé du pétrole, on détruit les forêts, etc. Je suis tombée la dernière fois sur un reportage d'un jeune qui a transformé le moteur de sa voiture pour le faire tourner avec de l'eau courante, un mélange d'eau avec d'autres petits produits voilà, beaucoup moins toxiques que le pétrole. Et je me demande pourquoi, puisque c'est bien connu et qu'a priori il a trouvé ça sur un tuto sur YouTube, pourquoi si c'est tellement connu, pourquoi c'est pas obligé pour les constructeurs de voitures de passer à ce genre de moteur? Et pourquoi tout le monde n'y passe pas? Pourquoi tous les industriels qui se servent du pétrole ne transforment pas leurs moteurs ou leurs outils, leur mécanique pour fonctionner à l'eau? Il y a moins de rapport. Disons que je pense, oui, comme d'habitude, vous avez derrière des lobbies, quoi, en fait, hein, très puissants qui n'ont pas du tout envie que la situation change. Oui, mais si on sait que de toute façon c'est une denrée périssable, voilà, et on ne va pas en produire davantage, donc autant prévenir le problème tout de suite et s'y mettre. Oui, de toute façon, l'économie est en train de changer, on va être obligé de s'adapter, donc autant commencer tout de suite. Oui, hein, mais je partage tout à fait. Je pense que non seulement on va être obligé, mais on devrait anticiper les pénuries. Hein. Je vous ai parlé du texte des Échos, hein, qui dit les pénuries qui nous menacent. Donc on devrait attendre de nos dirigeants qu'ils prennent un autre cap. Oui, mais c'est pas que... Enfin, c'est bien beau de constater qu'il y a un problème. C'est pas que les dirigeants, quoi, c'est chacun d'entre nous. Oui. Et le problème, c'est que chacun d'entre nous aime son petit confort, aime trouver n'importe quel poisson ou n'importe quel fruit à n'importe quel moment de l'année dans son supermarché. Et les gens sont pas prêts. On voit quand on parle de revenir sur les acquis sociaux, on voit que les gens n'ont pas du tout envie de donner 1 euro de leur salaire ou de donner un jour de leur congé pour les personnes âgées ou pour d'autres causes hyper importantes. C'est à chacun de nous de réagir. Mais qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait obliger les gens parce que la prise de conscience, on l'a, c'est juste qu'on la laisse bien au fond de son tiroir ou bien au fond de sa poche et puis on n'a pas trop envie de changer nos habitudes de vie. Oui, non, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure quand je vous ai parlé de ce livre qui fait le rapprochement entre les propriétaires d'esclaves et nos sociétés industrielles. C'était bien ça l'idée, si vous voulez. L'auteur, l'historien Jean-François Mouot nous le dit, si vous voulez, les gens qui avaient des esclaves, ils étaient attachés à un mode de vie. Comme vous dites, nous aussi, on a pris goût, enfin, pour certains d'entre nous, pour la majorité d'entre nous, on a pris goût à nous déplacer comme ça sans faire d'efforts, hein, dans des fauteuils roulants à moteur, hein, je dirais, des fois, qu'on appelle des automobiles. Moi, je suis venu ici en vélo, ça m'a demandé un peu plus d'efforts que si j'étais venu dans une voiture. Bon, et bon, je l'ai fait parce que j'ai plaisir aussi, hein, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a, derrière ça, ouais, comme vous dites, on a pris... enfin, il y a deux choses, il y a deux aspects quand même, c'est-à-dire que... je vous l'ai dit, quand les autorités décident de fermer une gare, un tribunal, etc., là, on est contraint. On est contraint de se déplacer, alors qu'avant, on avait le service à proximité. Donc là, c'est pas un goût du confort, c'est une obligation que tout d'un coup, on nous impose d'aller plus loin. Vous voyez, c'est pas quand par exemple, les procédures, pardon, les démarches se font par Internet,
Donc ça dématérialise ça. Moi je préfère une vraie relation, si vous voulez, une relation par Internet. Je préfère entendre des gens au téléphone que d'avoir un mail, vous voyez. Mais quand ça vous est imposé, quand vous dites de toute façon maintenant, dorénavant, votre déclaration d'impôt, etc., se fera sur Internet, donc vous n'avez pas la possibilité de quelque chose que vous êtes imposé, vous n'avez pas le choix de faire autrement. Alors bien sûr, vous avez encore des, comment dirais-je, des éléments dans votre vie où vous pouvez choisir, vous pouvez ne pas acheter par exemple des haricots qui viennent du Sénégal au mois de janvier. On peut ne pas les acheter, hein. On n'est pas obligé d'acheter ou des fraudes. Moi j'ai vu récemment aussi une émission sur les roses qui viennent du Kenya. C'était un producteur de la région nantaise qui a transféré toute son activité au Kenya. Vous voyez, il faisait ses roses là, à proximité de Nantes, il a vendu ses terrains donc, où il faisait ses roses au prix de l'immobilier, donc bien sûr il a rentré beaucoup d'argent, et il a acheté des terres au Kenya. Et donc ces roses tous les soirs prennent l'avion à Nairobi, ils arrivent à Amsterdam, les roses prennent l'avion à 11h, 6 ou 7 heures après les roses sont à Amsterdam, et après elles sont diffusées sur l'Europe. Vous voyez, ce schéma-là, il est le résultat, encore une fois, d'un libéralisme, d'un ultralibéralisme qui permet tout, où il n'y a absolument aucune contrainte, je dirais aucune limite, encore une fois, financière. Je dirais cet homme d'affaires de la région nantaise, lui, il a gagné beaucoup d'argent en exportant, en délocalisant son activité au Kenya. Avec les conséquences sur le climat, hein, parce que je pense quand même que des roses faites à Nantes n'ont pas le même impact que des roses qui viennent du Kenya sur le climat. Donc, vous voyez, c'est toujours ces questions aussi derrière comme le dit Castoriadis, de limites qu'on nous impose, enfin qu'on s'impose ou qu'on nous impose. Hein, c'est à la fois les deux. Il faut prendre conscience effectivement qu'on a tous, j'aime beaucoup ce chanteur poète belge, Julos Bocarn, il dit on est 7 milliards, et si les 7 milliards qui d'un coup décident de refuser, de rester dans cette logique du gain et de plus en plus d'argent, eh bien on peut changer le monde et on peut faire que le monde redevienne humain et mais vivable. ça n'arrivera jamais. Si vous voulez, donc qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour faire en sorte que la tendance s'inverse? La tendance inverse, ça suppose déjà, nous, si vous voulez, en tant que opposants à la croissance, hein, vous l'avez compris, on est aussi opposants à la publicité. Parce que la publicité, en permanence, c'est un puissant levier de la consommation et du bonheur. La publicité, tout le temps, nous dit pour être heureux, il vous faut tel objet, il vous faut telle voiture. Et si vous avez une pauvre petite voiture, là, vous n'êtes à rien du tout, vous n'avez pas d'envergure, etc. Donc, cette image du bonheur qui est liée à la possession est en permanence nous est assénée par la publicité. Et ça marche au fond, hein, parce que les gens se disent je pense que derrière, les publicitaires ont des moyens puissants, si vous voulez, hein, sur la conception des images, la conception du machin, pour vraiment, et puis au final, les gens achètent en se disant, c'est tel objet. Bon, manque de bol, ça marche pas, parce qu'ils ont l'objet, ils ne sont pas plus heureux avant d'avoir l'objet. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, tout ça est à revoir, en fait, ça supposerait des grands débats. Encore une fois, sur... déjà reconnaître l'échec de nos sociétés, et l'échec à la fois, je dirais, bien sûr écologique, la dévastation de l'environnement, elle est plus à démontrer, mais l'échec humain, je crois que ça aussi, je vais reprendre, je pense à un exemple, j'ai vu récemment le journal Le Monde a fait un papier sur New Delhi, en Inde, où là aussi, les publicitaires ont réussi à vendre aux habitants de New Delhi des voitures, alors qu'avant ils circulaient à vélo dans New Delhi. Et donc, avant, à vélo, ils étaient à 15 km/h. Depuis qu'il y a les voitures, la vitesse moyenne est 9 km/h à New Delhi. Vous voyez, donc avec des bouchons, comme on voit dans la plupart des grandes villes, si vous voulez, des gens qui... Voilà, que ça n'avance plus. Moi, je l'ai vu même au Ghana et au Togo, la grande capitale Lomé et Accra, vous avez des bouchons. Voilà, c'est ce phénomène-là, il est mondial. Et de mon point de vue, je pense que New Delhi, avec des vélos, était à la fois plus convivial, était moins pollué, avec des gens en meilleure santé physique, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui fait que New Delhi est passé du vélo à la voiture? C'est quand même derrière des puissances d'argent, si vous voulez, qui ont colonisé les esprits, en leur disant que si vous avez une voiture, quand même, ce sera mieux pour vous. Vous voyez, cette image du bonheur et du confort, en disant,
je sais pas quoi, dans votre voiture vous écoutez la radio, sur votre vélo vous n'écoutez rien du tout. Donc il y a des gens qui sont derrière très puissants, qui arrivent à vous faire changer dans votre mode de vie pour leurs besoins à eux. Hein. Bien sûr, ils vous font croire que c'est pour votre bonheur à vous, mais en fait c'est avant tout leur profit qui les intéresse, quoi. Donc effectivement le chantier est vaste, hein. C'est bien, enfin, il y a énormément à faire, mais voilà, en ce qui me concerne, si vous voulez, je tenterai toujours tout pour tenter de changer de cap, parce que, bon, bien sûr, j'ai pas de moyens des assemblées comme ça, bien sûr, autant que je peux, j'interviens. Mais je crois que derrière, voilà, il y a encore une fois un devoir moral pour les générations qui viennent de laisser quelque chose d'humain, tout simplement, d'humain, et qu'on a... Je refuse cette domination en fait des uns sur les autres, cette hiérarchie et de domination tous sur l'environnement. On a voulu, enfin, disons, les moyens mécaniques nous ont permis de maîtriser la nature. On veut maîtriser, on ne veut plus que, je sais pas, dans le monde agricole, on connaît les drainages, hein, une zone est humide, parfois on draine, on extrait l'eau, on refuse la nature, on veut la dominer, on veut absolument la maîtriser. Et bien évidemment, tôt ou tard, la nature va nous dire non, ça ne va pas se passer comme ça. Ces 2 derniers jours, je crois, les nouvelles, encore des nouvelles très alarmantes, hein, sont parues sur les conséquences du réchauffement avec des observations en France, hein, donc les glaciers du Mont Blanc qui descendent à une vitesse vertigineuse. Ça c'est tout près de chez nous, hein, c'est le Mont Blanc, et c'est des observations qui sont faites par des climatologues, par des glaciologues. Ça ne va pas se passer dans 20 ans ni dans 15 ans, c'est en ce moment que ça se passe. Moi j'ai rencontré le maire de Chamonix qui m'a dit qu'il est lui-même catastrophé, parce qu'il est obligé de faire des travaux de plus en plus lourds pour retenir la montagne et retenir les effondrements de terrain. Donc là aussi, je vous dis, la face cachée, ces conséquences financières qu'il va falloir... et c'est des milliards, chaque fois des milliards et des milliards qu'il faut trouver pour retenir la montagne. Donc là aussi, si vous voulez, il y a cette, je dirais, c'est totalement, de mon point de vue, écologiquement et financièrement, on est dans quelque chose qui n'est plus maîtrisable et plus maîtrisé. Et si on arrêtait tout, on aurait possibilité de revenir en arrière, de retrouver le climat d'avant, Oui. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un document qui s'appelle « On arrête tout, on réfléchit », et c'est pas triste. Et je crois que oui, bien sûr, on en est, à mon avis, on devrait arriver à cette conclusion-là, c'est de vraiment, encore une fois, la première étape, c'est de reconnaître l'échec de nos sociétés, hein, l'échec, encore une fois, sur tous les plans. Et puis à partir du moment où on a dit, bon ben voilà, on s'est trompé de cap, et il faut changer de chemin. Et de façon, mais pas doucement, quoi, il faut y aller de façon... Prendre un grand virage, quoi. Voilà, c'est ça. Reconnaître, c'est pas possible. Pardon? Reconnaître, c'est pas possible. Parce qu'on vous impose. Mais qu'est-ce qu'il y a en haut de tout ça? C'est la finance. Oui. Contre la finance, vous avez parlé tout à l'heure des impositions. On ne vous demande pas si vous avez un ordinateur ou si vous avez tout ça. On va vous imposer ça en 2018. Alors, et puis tout comme ça. Maintenant, le plus grave, c'est la nourriture. Vous ne savez plus ce que vous mangez. Vous allez au supermarché, tout est sous cellophane. Alors, vous croyez que c'est normal? Non, bien sûr. Mais oui, j'ai vu récemment même des pommes, chaque pomme est emballée dans du plastique. Une pomme est emballée dans le plastique, quoi. Bon, bien sûr, c'est pas normal, encore une fois, sur un plan écologique et des conséquences de tout ça. Hein. Mais comme vous le dites, derrière la finance, j'ai encore aussi en souvenir une décision politique, c'est le premier gouvernement de François Mitterrand. Le ministre de l'Agriculture de l'époque s'appelle Henri Nallet. Henri Nallet, donc, on lui demande, à l'époque, il y a un très puissant pesticide qui s'appelle le chlordécone, qui est utilisé dans la banane essentiellement, et des milliers d'ouvriers déjà en Guadeloupe, en Martinique, qui ont déjà des cancers. Hein. Le chlordécone, hein, si vous regardez sur Internet ou ailleurs, donc c'est un poison très violent. Les États-Unis l'ont déjà interdit, et Henri Nallet signe l'autorisation de vente du chlordécone. Donc, vous voyez, il ne pouvait pas ne pas savoir que le chlordécone était vraiment un poison très violent, et il a quand même signé un décret
autorisant la vente du chlordécone. Donc on peut s'imaginer que derrière, il y a des puissants, comme vous dites, les moteurs à eau, etc. Il y a des lobbies derrière qui sont très très puissants, qui n'ont absolument pas, qui ne veulent pas que les choses changent. Hein. Et là aussi, je reprendrai Jean Ziegler, dont vous avez parlé tout à l'heure, donc ce député suisse qui a beaucoup combattu, qui était rapporteur sur les questions d'alimentation à l'ONU, donc qui a écrit Géopolitique de la faim, L'Empire de la honte. C'est pour moi deux ouvrages absolument magnifiques. Et donc, Jean Ziegler, il a par exemple comme ennemi Peter Brabeck, qui est le patron de Nestlé. Et Nestlé, pour Jean Ziegler, il dit Nestlé, c'est vraiment aussi une entreprise humainement désastreuse, quoi, en fait, hein, qui va chercher de l'eau, qui est capable de, oui, d'assoiffer des populations, parce qu'elle a besoin de beaucoup d'eau pour faire son Coca-Cola, etc., ou pour faire diverses choses. Mais il dit, Peter Brabeck, si demain, il dit, bon, il a pris, imaginons que Peter Brabeck soit pris d'une conscience en disant, bon, quand même, ce que je fais, c'est pas très sympa, etc., je suis en train d'affamer des populations, je suis en train de faire souffrir les gens, et donc il s'en va, mais comment dirais-je, les actionnaires, exactement les actionnaires de Nestlé, vont remplacer Peter Brabeck par quelqu'un d'autre à qui on va demander le même comportement, d'être aussi dur, si vous voulez, hein, parce que le monde des affaires, c'est ça. Les actionnaires, ce qu'ils veulent, eux, c'est une rétribution, etc. Peu importe les conséquences, hein, qu'elles soient écologiques ou humaines, peu importe. Ce qu'ils veulent, c'est rapidement du bénéfice, etc., de l'argent. Donc voilà, c'est tout ça qui suppose, qui nécessite un débat en disant, bon, il va falloir s'auto-limiter. Ce serait quoi votre première mesure si vous étiez président? Je pense que ce serait la suppression de la publicité, réellement. Pour moi, comme ça, vous me répondez tout de suite. ce serait presque ça, parce que c'est tellement puissant comme agent pour nous conduire dans la consommation, dans l'hyperconsommation, que la publicité, pour moi, c'est absolument l'horreur. C'est l'horreur. Et vous imaginez ce que le tollé que ça créerait si toutes les entreprises étaient obligées, contraintes de ne plus faire de publicité? Les chaînes de télé, les radios n'auraient plus de financement, dans les magazines, pareil, il y a plein de gratuits qui sont payés par la publicité qui pourraient plus paraître. Oui, oui. Mais non, mais encore une fois, la question de soit on reste comme ça, en disant toujours sur cette menace financière, en disant bon, on ne peut pas changer parce que derrière il y a des enjeux. Et ça, c'est là où c'est dramatique, quoi. C'est que on doit changer ou disparaître, si vous voulez. Pour moi, c'est clair. On est là, si vous voulez. Hein. Je suis pessimiste, mais joyeux pessimiste, je dirais presque. Hein. Mais on doit changer ou disparaître. Donc on doit s'affranchir de ces contraintes économiques, financières, parce que c'est tout simplement plus possible. Hein. L'hyper-gaspillage, l'hyper-consommation, c'est de l'hyper-destruction. Hein. On voit bien tous ces prospectus qui sont finis à la poubelle, tous ces journaux qui finissent à la poubelle, qui ne sont jamais lus. J'ai discuté l'autre jour avec quelqu'un qui tient un kiosque là à la gare, il me dit mais c'est invraisemblable, toute la quantité de journaux que tous les soirs on rejette à la poubelle. Vous voyez, donc c'est une énergie considérable hein, qui gaspille. Enfin, ce monde de l'hyper-gaspillage, je crois que je l'ai parlé dans le texte, pour la question de l'alimentation. C'est 42 000 tonnes de nourriture qui sont jetées chaque seconde dans le monde. 42 000 tonnes par seconde dans le monde. Vous voyez? Bon, ça, je crois que c'est tout à fait inacceptable. Moi, encore une fois, je vous ai dit, j'ai passé mon enfance chez ma grand-mère. Elle ne jetait rien, ma grand-mère. Elle gardait tout. Et ce qu'elle jetait, éventuellement, ça servait aux cochons. Mais là nous, on le voit ici. Quelque chose qui rentre dans une chambre, même s'il n'a pas été ouvert, n'a pas le droit. Moi, par exemple, si une personne me dit « Tenez, mangez mon gâteau », j'ai pas le droit, parce qu'il y a des normes d'hygiène à respecter avec ces nouvelles lois là, sur l'hygiène. Pareil, on est obligé de jeter la nourriture. Alors, ici, on est très concerné par, effectivement, le fait de jeter de la nourriture non consommée, mais on n'a pas d'autre possibilité que de jeter la nourriture, parce que c'est la loi qui nous l'impose. Mais c'est hyper mal fichu. Donc, première
voilà, règle, on supprime la publicité. Et imaginons que du coup, forcément, ça va créer plein de personnes qui vont plus pouvoir travailler, il va y avoir plein de gens au chômage, et c'est pas grave. Donc on conçoit la société avec plein de personnes qui fichent rien, ou alors on allège les emplois du temps et puis on partage le travail. Oui. Oui, pour moi la solution est dans le partage, hein, évidemment. Ça c'est un mot qui est sorti un peu du vocabulaire de nos dirigeants, mais c'est vers ça qu'il faut tendre, hein, partager. Bon, bien sûr, travailler beaucoup moins pour certains, et puis partager notre temps, partager nos savoirs, partager les temps qu'on a, si vous voulez, le temps partagé avec les voisins, etc. Ça fait penser à une chanson je crois que c'est Pierre Perret qui parle une chanson, c'était un soir, messieurs et mesdames, où la télé était en panne. Et la télé est en panne, et finalement tous les gens de l'immeuble font de la musique et font un orchestre ensemble, etc. Vous voyez? Donc je crois que ça passe par là, la convivialité, le recréer de l'humain, ça passe par là. Forcément, s'affranchir de tous les appareils qui nous aliènent et qui nous isolent, en fait. Hein. Et là aussi, j'ai un souvenir aussi un peu personnel. Il se trouve qu'il y a 3 ans, je suis tombé d'une échelle et j'ai passé quelques mois en fauteuil roulant au centre des Élieux, là-bas à côté de Punois. Donc j'ai vu beaucoup de gens à qui, quand le médecin leur disait écoutez, là vous êtes guéri, vous allez pouvoir rentrer chez vous, et ils étaient pas bien, quoi. Parce qu'ils avaient créé un relationnel dans l'établissement où ils étaient, ils allaient dehors fumer la cigarette ou boire un verre, vous voyez. Donc oui, pour moi, forcément, il faut changer de cap, quoi. À la fois pour des impératifs écologiques absolus, si vous voulez. Il faut cesser ce mépris qu'on a, encore une fois, de consommer des objets qui ont fait des milliers de kilomètres en avion, etc. Enfin, on sait que derrière un objet, il y a une histoire, hein. Il y a ou de l'esclavage. Hein, très, très souvent les objets, donc, vous êtes bien placé aussi pour le savoir, hein, que des chapeaux sont faits en Inde, sont faits au Pakistan par des enfants en situation d'esclavage. Alors que quand ils étaient fabriqués chez nous, on avait quand même une époque où les gens et leur travail étaient respectés, quoi, hein, tandis que là, on est parti dans une phase où la notion de travail, elle est moins perceptible, bon, la production, etc., le rapport, le respect, tout ça, ça a disparu. Je veux dire, j'ai effectivement un côté nostalgique peut-être, hein, mais je crois que personne ne peut contester le fait que là, on est arrivé dans un processus qui fait que, oui, on doit changer, ça nous est imposé. Encore une fois, il y a cette formule changer ou disparaître. C'est ce à quoi on est confronté. Mais voilà, il faudrait changer la société. Mais oui. Ça, c'est autre chose. Mais oui, mais c'est ça, monsieur Martin. Il faut qu'on s'y mette tous. Tous. Oui. oui. Et je vois, on enseigne l'écologie à l'école. Moi, mon fils, il a appris très tôt à trier ses déchets. Pareil, on a reçu il n'y a pas longtemps dans les boîtes aux lettres des petits prospectus de la ville de Nancy avec les différentes amendes qu'on pouvait avoir en fonction des différentes infractions qu'on pouvait commettre. Et je vois des voisins qui trient mal leurs déchets, jamais ils ont eu à payer cette amende. Ou les crottes de chiens dans la rue, jamais j'ai vu aucun officier de police verbaliser quelqu'un parce qu'il ramassait pas la crotte de son chien. Alors nous, on s'amuse à faire la brigade canine dans le quartier avec mon fils. Je monte ma carte d'identité tout vite, je fais « Sophie Adam, brigade canine, vous ramassez la crotte de votre chien ou c'est 70 €? » Et ils ramassent, parce qu'ils ont peur d'avoir à payer quelque chose. Mais ça leur suffit pas d'avoir la crainte que peut-être, hypothétiquement, ils vont avoir à payer. Non. Oui, oui. Non, encore une fois, ça suppose pour moi aussi des conditions sine qua non du changement, c'est de retrouver une vraie démocratie. Hein. C'est-à-dire que là, on est aussi dans un processus où sont quelques élites qui possèdent les médias, les journaux, et c'est eux qui décident de ce qu'on doit faire et de ce qu'on va penser. C'est comme la pensée qui dirige la main, en fait, hein, et qui dirige l'acte. Et donc, le processus de pensée, il nous est imposé par
encore une fois, la publicité et les médias qui ont intérêt à ce qu'on se comporte de telle façon. Comme je disais à New Delhi, ce sont les médias ou les publicitaires qui ont réussi à faire acheter des voitures à des gens qui avaient des vélos. Donc, c'est un des points sur lesquels il faut agir. Oui, comme vous le dites, on doit changer, c'est juste simplement évident. Ayant étudié beaucoup les oiseaux et passionné d'oiseaux, je vous l'ai dit au début, j'avais étudié les rapaces beaucoup aussi. Et l'observation qu'on avait fait, c'est qu'un oiseau, pour capturer un oiseau de proie, pour capturer un autre oiseau, il va dépenser le minimum d'énergie. Et c'est la même façon dans les déserts, hein, pour les prédateurs, les grands prédateurs, le léopard, etc., le tigre et tout ça, ils vont dépenser un minimum d'énergie pour absorber un maximum d'énergie. Or nous, on est dans une situation inverse, totalement inverse, c'est-à-dire qu'on dépense beaucoup d'énergie pour récupérer très peu d'énergie. J'y pense très souvent quand j'observe en ville des bus vides, quasiment vides, des grands bus dans lesquels il y a 2-3 personnes, 4, 5, enfin vous voyez, surtout en ce moment, mais même en dehors des périodes scolaires, vous avez enfin voilà, c'est cette quantité d'énergie qui est dépensée pour finalement récupérer très peu de choses. Et là, c'est une inversion qui est catastrophique, quoi, totalement catastrophique. Et la valeur des choses aussi, par rapport à l'énergie dépensée, j'y repense aussi, quelqu'un a parlé de l'eau tout à l'heure, c'est vous qui, je crois, qui avez parlé de l'eau tout à l'heure. J'ai le souvenir en Afrique, puisque j'y ai quand même passé 6 mois, au Ghana et au Togo, et la première chose le matin que font essentiellement les femmes, bon des fois les hommes aussi, mais c'est d'aller chercher de l'eau. Chercher de l'eau, donc les femmes marchent 3-4 kilomètres pour chercher de l'eau qu'elles ont sur la tête, hein. On a tous à l'esprit ces images-là. Donc là, il n'y a pas de gaspillage, hein, parce que quand vous avez porté l'eau comme ça pendant des kilomètres sur votre tête, eh bien, vous faites très attention. Vous voyez, et nous, on est dans le gaspillage parce que derrière, on n'a pas la notion de la valeur que représente l'objet ou le service. La même chose, j'ai vu en Afrique aussi, je l'ai un peu fait, des femmes qui transportent le bois pour chauffer les aliments, des bassines comme ça avec plein de bois mort sur la tête, et ça, je ne vous ai pas apporté les photos là, mais j'ai aussi des photos, j'ai moi-même fait le test, hein. J'ai mis une bassine sur ma tête, c'est extrêmement lourd, et quand on voit le village qui est à 5-6 km, auquel ils vont marcher 5-6 km, ils ont des fois un enfant dans le dos et un enfant devant, et vous voyez un peu ce que ça représente comme travail, quoi. Donc je pense qu'elles ne gâchent pas le bois, hein, qu'elles ont rapporté à la maison. Vous voyez, nous on est dans le gaspillage parce que derrière, on a perdu on ne sait pas ce qui se passe derrière, on a perdu la notion réelle de l'objet, de la valeur, quoi, de ce que présente. Enfin, moi je vois, enfin, bien sûr, autour de moi, les gens qui prennent des douches, qui durent des heures, etc. Enfin bon, cet hyper gaspillage est absolument, enfin, il n'est pas admissible, hein. Même encore une fois, sur un plan moral, quoi, parce que quand on sait ce que ça veut dire. Donc vous vivez sans aucune technologie, vous prenez pas de douche et vous êtes locavore ou... Si, je me lave des fois. Il m'arrive de me laver, pas trop souvent quand même, mais par exemple aujourd'hui je me suis lavé, je me suis dit quand même si j'arrive là-bas et qu'on repère à l'odeur, ça va pas le faire. Quand on voit la Méditerranée, avec tout le gaspillage, tout ce qu'ils ont retiré de la Méditerranée, les poissons crevaient, eh bien là, c'est du gaspillage. Alors là, moi je dis aussi une chose, c'est qu'il ne faut pas toujours s'attaquer sur le petit. Vous voyez par exemple dans la santé, on vous dit vous consommez trop de médicaments, mais qui c'est qui fait l'ordonnance? C'est pas vous. Ah bah oui. Là aussi il y a quelque chose à faire, mais dans tous les domaines. Et c'est pour ça que je dis c'est pas possible. Oui, je suis un peu d'accord. C'est juste Non, ce que vous dites. C'est clair, tout de ça. Parce que combien de fois, moi je l'ai fait, moi, les grandes machines, là, bon, on va travailler partout comme ça. Et puis c'était. Ah ben non. On savait ce qu'on faisait. Oui. Non, mais encore une fois, on nous a tellement, comment dirais-je, forcé cette idée que tout est une question d'argent. Je crois que là aussi, on a un esprit qui est colonisé par ça, par la marchandisation du monde,
Or, en fait, par exemple, la santé, c'est pas une question d'argent. Si vous avez des gens qui sont en bonne santé, ils dépensent pas beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, tout le temps, on vous dit que c'est de l'argent. Non, 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 non. Quand je vous dis, ces gens que j'ai vus en Afrique qui marchent sur des kilomètres, eh ben, ils sont en bonne santé, quoi, hein, pour chercher l'eau, pour chercher les... Et, vous voyez, donc accessoirement, ils n'ont pas d'impact sur le... J'ai travaillé au Togo aussi dans des exploitations, enfin, c'est même pas, non, je ne vais pas dire des exploitations agricoles, parce que c'est pas le mot, des fermes où des femmes, elles ont simplement une pioche, hein, si vous voulez, c'est le seul objet qu'elles ont. Elles vont de leur case au champ à pied, et au pied, elles piochent avec des houes. Moi, je l'ai fait avec elles, et elles sont dans la joie de vivre. Elles ne sont pas comme ça, elles ne vont pas au boulot, si vous voulez, à reculons. Elles sont réellement dans la joie de vivre. Donc, c'est vers ça qu'il faut tendre, vous voyez, parce que nous, le monde agricole français, par exemple, où ils sont tout le temps en manifestation, donc ils sont mécontents, alors qu'ils ont des moyens gigantesques, des tracteurs énormes. Et ces femmes là-bas au Togo, qui ont une pioche, eh bien, elles sont joyeuses. Donc on a quand même, si vous voulez, pour moi c'est un signe d'un échec chez nous, si vous voulez, d'un échec d'un modèle, si vous voulez, qui est basé sur la puissance, sur la possession. Et ces femmes au Togo avec qui j'ai travaillé dans les champs, donc à 400 km au nord de Lomé, encore bon, j'ai des photos mais je ne les ai pas là, et bien encore une fois je vous dis, elles n'ont pas d'impact et elles sont heureuses de vivre. Et elles font tout avec une pioche, donc c'est absolument formidable. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, parce que voilà, ce qu'il faut rechercher, c'est le bonheur, quoi, quand même collectif, à la fois le bonheur, et puis de réduire massivement notre impact sur l'environnement. Ça c'est un impératif qui nous est absolument imposé, quoi. Et le bonheur, c'est pas d'aller bronzer, prendre un avion pour aller vite bronzer je sais pas où, et puis de revenir, etc. Non, non, il faut cette hypermobilité aussi qui nous est pareil imposée maintenant. Je vous disais tout à l'heure, bon, quand un tribunal ferme ou une poste, ou moi j'habite un quartier où il y avait encore une petite pharmacie de quartier, la pharmacie a fermé, donc maintenant les personnes du quartier sont obligées d'aller plus loin pour aller à la pharmacie. Là aussi, vous voyez, c'est pas un choix individuel. La personne avant pouvait y aller à pied. Je connais les personnes âgées de mon quartier, c'est le quartier de Boudonville, il y avait encore une petite pharmacie de quartier, elle a fermé, ça fait 6 mois, donc maintenant les gens prennent une voiture, un taxi ou un moyen quelconque pour aller plus loin chercher le médicament. Donc, vous voyez, c'est pas un choix, toujours. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est, voilà, il vous faut un médicament, vous allez plus loin chercher, parce que le service de proximité a fermé. On nous a imposé une société de consommation et maintenant on en est victime. Oui, oui, c'est ça. C'est une très bonne conclusion. Oui. Non, mais c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Mais voilà. C'est pour ça, nous, les vieux, on se dit, après tout, nous, notre vie est faite. Alors on ne demande plus qu'une chose, c'est de mourir. Mais il y a tous les jeunes derrière. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Rien du tout. Eh bien, on verra. Alors c'est les avantages, tout ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Non, mais c'est l'insignifiance, hein, la perte de sens, hein, que Castoriadis, le philosophe, a expliqué dans tous ses livres. J'ai encore eu un peu la chance de l'entendre à la radio, et pour moi sa pensée de ce philosophe grec est remarquable. Hein. Cornelius Castoriadis aussi, qui parlait de la démocratie, et il disait qu'une démocratie ne peut pas fonctionner quand il y a des grosses agglomérations. Pour moi aussi c'est important ça, si vous voulez. Il disait, par exemple au niveau d'un village, la démocratie fonctionne mieux qu'au niveau d'une grosse ville comme une métropole, etc. Pour voir le maire de Nancy, vous n'allez pas y arriver, ou difficilement. Tandis que dans un petit village, vous voulez voir le maire ou un conseiller municipal, vous arrivez facilement à le voir, vous voyez. Donc cette notion de rester à des échelles humaines, ça aussi c'est fondamental. Donc parmi les mesures, moi je proposerais aussi, c'est un exode urbain, vous voyez, que les gens retournent à la campagne. Mais on y retourne, je trouve. Enfin, petit à petit, il y a plein de jeunes qui ont envie de repeupler un peu les villages, qui relancent des commerces dans les villages. Je trouve qu'il y a quand même une petite prise de conscience. Moi, je l'ai vu dans mon activité. À une époque, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, les gens étaient dans l'hyperconsommation à outrance. Et maintenant, ils me disent, bah, on aime bien savoir d'où ça vient. Alors, pas tous. Il y en a beaucoup qui veulent, qui me disent, ah, pour le prix d'un chapeau, j'en achèterai 10. Chez Kiabi, oui. Mais là, moi, tu sais qu'il a fait, tu sais qu'il a été fait ici. Et je te le garantis à vie. Parce que je suis assurée de la qualité des matériaux. Et je trouve qu'il y a vraiment... un regain, on va dire, d'intérêt pour les choses qui sont fabriquées de façon artisanale. Il y en a, de plus en plus.
Oui, mais il faudrait que ce soit Mais il faudrait que ce soit massif, il faudrait que ce soit général. massif et Oui. encouragé. Encore une fois, pour des... oui. Je vous l'ai dit, le Club de Rome, en 72 et plus récemment, donc en 2012, alerte des pouvoirs publics et l'opinion sur la fin prochaine des ressources. Donc il faut anticiper cette fin des ressources. Commencer déjà, vraiment, encore une fois, l'agriculture, l'orienter vers une agriculture sans pétrole, c'est-à-dire recommencer à savoir travailler avec les chevaux, par exemple, refaire le cheptel, pardon, pas le cheptel, mais la génétique des chevaux, recréer les haras nationaux complètement presque disparus, sont vacillants. Donc il faut, c'est maintenant qu'il faudrait reprendre le cap. Oui. Il faut beaucoup de choses de ce que vous dites, mais surtout, il y a des choses qui sont encore plus dures. Et dans la marine, ça marche. Hein. J'en ai fait, moi. Super. Alors je sais ce que c'est qu'on fait là-dedans. Super. Père Marin? Puis, pas de peur à rien. Hein. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pas la peine de faire quoi. Hein. Oui. En ce moment, à Paris, il y a une grande réunion tout ce qu'on a fait, nous. du scoutisme de toute langue, de toute religion. De guerre. Est-ce que le tout ça. scoutisme n'est pas un endroit Je suis pas mort, qui peut former c'était des jeunes dur. pour être sensible à toutes ces questions que se posent actuellement? Le scoutisme, hein, c'est le respect de la nature, la vie simple, la vie avec des moyens élémentaires dans la nature. Est-ce que le scoutisme n'est pas un bon moyen? Oui, certainement. J'étais scout petit. Hein. Et Je ne veux pas faire de la politique, mais François Hollande est venu visiter ce grand rassemblement des scouts à Paris et les a félicité d'être l'un des remèdes à des problèmes actuels. Oui. Non, mais disons que je ne sais pas si c'est par les scouts qu'on va sauver la planète, mais en tout cas, c'est évident que je vous dis, j'y étais un peu pendant quelques années quand j'étais enfant. Bon, il y a le goût de l'effort, par exemple. Hein. Chez les scouts, il y a le goût de l'effort. C'est important de... Non, vous n'entendez pas? Non, pardon, excusez-moi. Je disais, chez les scouts, comme vous dites, il y a la simplicité, le mode de vie très simple, la simplicité volontaire, quelque chose qui est très utilisé un petit peu par les gens du réseau Colibri. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose un peu. La sobriété heureuse, la simplicité volontaire, donc voilà, et puis ce goût de l'effort, quoi, hein, bien évidemment, puisque là on est à l'opposé de ce qui nous est tout le temps proposé par la consommation, c'est d'obtenir des choses sans effort. Hein, et je pense que la satisfaction, je vous dis, je suis un peu un accro du vélo, et quand j'arrive en haut d'une côte avec mon vélo, j'ai une satisfaction, même si j'ai dû faire un effort avant, mais j'ai une satisfaction. Et j'aurais pas la même satisfaction si j'avais monté cette côte en voiture. On n'avait pas la même relation à l'espace et au temps. Donc oui, c'est un des... Mais ouais, vraiment, je souhaite que tout le monde s'y mette, si vous voulez, hein, à changer de cap, qu'on soit scout, catholique, protestant, etc. Mais il y a une nécessité absolue c'est une conscience civique, d'inverser quoi. les choses. C'est pas une conscience religieuse, c'est une conscience civique. Voilà, conscience civique, absolument. Ouais, j'ai écrit un petit livre, hein, pour terminer, j'ai un petit livre là, j'ai écrit il y a 2 ans par rapport à un petit peu mes différents combats. Donc voilà, j'en ai ramené quelques-uns, ils sont à 5 € pièce, enfin voilà, si ça vous dit, voilà, je reprends un petit peu des éléments que je vous ai expliqués tout à l'heure aussi, dimanche du feuille. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.